Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour la suite de New Soir au Togo. L'Union des forces de changement, UFC, en partie parlementaire de l'opposition, s'est réunie en congrès statutaire le 12 août dernier à Lomé. À l'occasion de cette rencontre, une élection des membres du bureau national a eu lieu. Un bureau directeur placé toujours sous la présidence du leader historique du parti, Gilles Chris Olympio. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Isaac Tchiaké, premier porte-parole de l'IFC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci de me recevoir. Étant l'un des plus proches collaborateurs du président national de l'UFC, Dr Gilles Chris Sylvanus Olympio, aujourd'hui âgé de 87 ans, dites-nous comment se porte votre président et le parti que vous représentez, l'UFC? Pour ce qui concerne la personne, M. Olympio, c'est 86 ans. 86 ans, dans 3 mois, il aura 87 ans. M. Olympio se porte bien, mais comme tout homme, comme vous l'aviez dit, d'un certain âge, il y a des petites servitudes de la vie. N'empêche que la mémoire est intacte. Il a eu l'occasion, il y a moins d'une année, de s'entretenir avec le chef de l'État sur des questions d'intérêt national. Il s'entretient régulièrement avec ses plus proches collaborateurs. M. Olympio se porte bien. Il jouit toujours de toutes ses capacités. Et quand, en général, j'échange avec lui, nous avons des discussions de très haut niveau. C'est une personne qui peut encore vous citer Shakespeare dans le détail, avec laquelle vous pouvez encore avoir des discussions sur le Togo, son histoire, son avenir. Et donc, il se porte bien, mais il y a quand même les servitudes de l'âge, le compte tenu de toutes les épreuves qu'il a vécues dans son existence. Pour ce qui concerne le parti, désormais, je pense qu'après cette assise, nous allons entamer ce que j'appelle l'institutionnalisation, un parti politique où les questions de personnes ne prévaudront plus, un parti où les structures seront bien officialisées et le fonctionnement obéira à des règles précises. C'est ce qui a fait défaut jusqu'à présent. Vous savez que dans la foulée du multipartisme, beaucoup de partis politiques ont été créés et ces partis politiques d'opposition sont ce que j'appelle des partis personnels et qui sont faiblement institutionnalisés, et avec la bénédiction de M. Olympio qui nous a permis, qui a autorisé ce congrès en tant que président du parti, qui a été reconduit à l'unanimité par les congressistes, parce qu'il a encore beaucoup à nous apprendre. Il nous a tracé une voie. C'est cette voie qui est, de consolider cette institutionnalisation du parti, de former les militants, de clarifier la ligne politique et enfin de nous préparer pour les prochaines échéances électorales. Justement, on reviendra plus en détail. L'Union des forces de changement UFC vient donc de renouveler son bureau national au cours d'un congrès extraordinaire. Le leader du parti est maintenu en poste. Et quelles ont été les innovations introduites tout de même? Écoutez, ce n'est pas un congrès extraordinaire. Le congrès que nous avons tenu est un congrès statutaire qui est prévu par nos textes, devrait normalement se tenir tous les 3 ans. La chose n'a pas pu se faire, compte tenu de certaines pesanteurs internes que vous permettez que je n'étale pas ici, parce que les affaires internes se règlent en famille. Et le fait que ce congrès se tienne aujourd'hui, c'est l'amorce de nouveaux changements, un parti mieux organisé. Donc le changement, c'est de faire en sorte que le parti, toutes les structures, les organes deviennent opérationnels, c'est de clarifier la ligne politique qui est celle d'une opposition constructive, une force de proposition, c'est de mettre en place toutes les commissions permanentes de notre parti, c'est de commencer par prospecter pour toutes les personnes qui peuvent être candidates aux prochaines échéances. Et nous avons insisté pour que le bureau directeur assure des séances de formation, fasse en sorte que le parti, à terme, devienne une force politique en capacité de gérer, d'exercer le pouvoir d'État, de capitaliser sur ce que nous avions eu, c'est-à-dire la participation au gouvernement, qui nous a donné une culture du gouvernement, ce sens de l'État, de faire en sorte que une bonne majorité des militants, des cadres, d'identifier les cadres potentiels qui peuvent demain être en capacité de gérer le pouvoir d'État. Voilà un peu, très rapidement énoncé, la feuille de route de ce congrès.
Justement, vous êtes un parti parlementaire. Quelles sont vos relations avec les autres partis que compte le pays? On en a également noté la présence de certains représentants de vos camarades politiques à ce congrès-là. Fort justement, une des résolutions qui a été adoptée lors de cette assise de congrès statutaire, c'est de préciser la ligne de conduite qui, elle, découle d'une ligne politique. C'est celle d'une opposition où nous voulons faire en sorte que la polarisation ne soit plus ce qui constitue cette manière de faire de la politique au Togo. Le fonds politique togolais, c'est, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un fonds politique radicalisé. Ça consiste à invectiver, à insulter. Donc le débat, quand un fonds politique est polarisé ou radicalisé, le débat démocratique est escamoté. Donc, pour vous dire que beaucoup de partis, notre ligne politique nous engage à discuter avec toutes les forces politiques. Ça nous engage à négocier, à établir des passerelles, des compromis avec toutes les forces qui sont engagées, qui ont le sens de l'intérêt général, puisque la mission qui est la nôtre, ou la mission qui est surtout, parce que héritier quand même du combat des pères de l'indépendance, c'est de faire en sorte que le Togo construit une nation inclusive. C'est-à-dire que cette nation inclusive, toutes les identités ont leur place. Nous n'aurons plus cette nation où les conflits de mémoire, l'usage de l'histoire à des fins politiques. Donc ça nous engage justement parce que nous considérons que nous sommes les aînés de la scène politique. Ça nous oblige à aller vers toute personne, tout parti politique porteur d'un projet qui ne soit pas un projet de division et de polarisation. Ça nous oblige à aller discuter toutes les forces politiques. Et du reste, c'est ce qui a conduit notre parti, parce qu'il y a une profondeur historique, à négocier, à aller, à un moment donné, signer un accord avec le RPT qui est devenu UNIRA. Donc, cette position d'aînesse sur la scène politique nous astreint une exemplarité, celle qui a cours dans la démocratie, de discuter, d'établir des compromis, même quand les gens ne pensent pas comme nous, comme sont différents. Donc, toutes les partis politiques viennent à notre congrès, nous discutons avec eux. Isaac Tchekwe, vous êtes le premier porte-parole de l'IFC au cours du congrès. Outre le renouvellement du bureau directeur, vous avez adopté des résolutions, des recommandations et une motion spéciale. Que doit-on retenir de tout ce qui avait été discuté ? Ce qu'on peut retenir, c'est que tout a été clarifié et que tout ce qui pouvait faire l'objet de mésinterprétations, notamment sur l'absence du président national du territoire national et qui a conduit à une tentative de caporalisation. Donc, nous avons clarifié les choses de ce point de vue. Sur la question, si le président n'est pas sur le territoire national, il continue d'exercer les prérogatives qui sont les siennes. Nous avons clarifié la ligne politique. Pourquoi nous sommes en politique? Quelle est la vision? De quoi nous sommes porteurs? Et le récit que cette ligne politique génère, nous l'avons précisé. Nous avons aussi insisté que davantage de formation des cadres soit fait. Nous avons aussi insisté sur des recommandations qui ont trait, par exemple, à la question de l'extrémisme violent. Nous avons adopté une recommandation sur les prochaines échéances électorales. Donc, nous avons adopté nombre de textes qui tournent autour de la vie politique nationale et qui vont faire l'objet de de sessions de formation vers les cadres et qui vont faire l'objet aussi de brevières pour entrer en campagne prochainement. Vous l'aviez bien souligné, l'UFC fait partir dans des anciens partis de l'opposition sur la scène politique au Togo. Et après plusieurs années, pourquoi avoir décidé de reconduire à la tête du parti le président sortant, Dr Jeklis Sylvanus Olympio? Écoutez, ça a été une demande unanime de tous les congressistes qui a été faite parce qu'il constitue notre plus grand commun dénominateur. Donc, si tous les congressistes ont demandé qu'il soit reconduit, la chose a été faite. N'empêche qu'il a instruit les congressistes d'opérer, de commencer par entamer. C'est une sorte de transition pour aller vers une institutionnalisation, j'appelle, faire en sorte que le parti ne tourne plus autour d'un homme, mais que le parti soit régi par des règles précises, les règles de dévolution, de transmission du pouvoir, d'exercice de l'autorité. Nous avons encore la chance d'avoir un homme qui a son expérience, qui a une expérience au Togo à nul autre pareil.
On ne pouvait pas se passer de cette expérience. Et comme vous le savez, dans nos traditions, tant que la tête vit, bouge, on ne prend pas ce qui est les recettes exceptionnelles qu'il a dans sa poche. Et comment vous préparez-vous au sein de l'IFC à la prévention d'une guerre de succession comme chez vos voisins politiques? Écoutez, vous m'offrez l'occasion de dire que chez nous, la question est réglée désormais. Hein. Je reviens. Ce que vous constaterez, c'est que la plupart de ces partis politiques qui sont nés dans les années 90, ce sont des partis que j'appelle des partis personnels. Des partis politiques qui ont été créés par et pour un homme. Et dans ces partis politiques, souvent, les institutions sont reléguées au second plan. Et les règles sont plutôt floues. Donc, ce sont des partis que je dirais faiblement institutionnalisés, qui parfois peuvent devenir inorganiques. Chez nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a insisté sur les mécanismes de transmission du pouvoir en cas d'absence du président national, qu'à Dieu ne plaise que ça n'arrive. Mais si la chose se produisait, nous avons des mécanismes qui feront que le premier vice-président deviendra de facto le chef du parti, mais simplement le mode de fonctionnement du parti n'est pas un mode vertical, c'est un mode horizontal. C'est la concertation, le consensus. Quand le consensus ou la concertation ne sont pas obtenus, nous procédons au vote. Le problème qui est posé dans la plupart de ces partis, c'est qu'on ne s'en tient pas aux règles qu'on s'est données. Et aujourd'hui, la question est réglée chez nous. Elle est définitivement réglée. Si ce problème se posait, la succession est balisée. Et je vous le dis, dans nos traditions, on peut se préparer, mais ce ne sont même pas des choses qu'on envisage. Mais pour nous, la question est réglée parce que nous avions la chance, nous avons tiré le leçon de tout ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les autres partis. Mais chez vous également, puisque le parti, l'UFC, n'a pas été épargné des remous en son sein. Et avec ce congrès statutaire, pour être plus précise cette fois, peut-on dire que la crise qu'a traversée l'UFC est finalement définitivement réglée? Absolument. Ça, je peux vous le garantir, d'autant que ce sont les règles statutaires qui ont prévalu. Le congrès statutaire a été organisé selon les dispositions de nos statuts. Le congrès statutaire a balisé la voie pour l'exercice du pouvoir, les fonctions de chaque membre de ce bureau directeur. Le congrès statutaire a reprécisé tout le cadre. C'est pour ça que j'insiste sur cette institutionnalisation. Cela veut dire tout simplement, on va passer après ce congrès à un stade où le parti ne va plus tourner autour de questions de personne, mais le fonctionnement obéira à des règles précises. Et ces règles, ce sont les statuts et le règlement intérieur. La liste a été rendue publique, un bureau composé de plus de 30 membres et une grande absence tout de même a été remarquée. C'est celle de l'ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et deuxième vice-président sortant, M. Elliot Ohin. Que s'est-il passé? Écoutez, dans le bureau directeur sortant, des 31 membres qui avaient été élus au congrès extraordinaire de 2010, il reste 15 membres. Et de ces 15 membres, seule une personne n'est pas venue. Donc vous remarquerez, en tant qu'observatrice attentive que je sais, vous remarquerez que tous ceux qui sont représentatifs de l'Union, qui ont des positions institutionnelles, étaient là. Notamment l'ensemble des députés, l'ensemble des membres qui composent le groupe parlementaire étaient là. Des 57 fédérations qui composent l'Union des forces de changement, plus des 2/3 étaient là, c'est-à-dire 48 sur 57 étaient présentes. Nous avions beaucoup de personnes qui sont membres de l'UFC, qui exercent des responsabilités d'État, étaient là. Et je vous rappelle que des 15 membres restants, puisque des 31 membres qui ont été élus au congrès extraordinaire de 2010, 16 personnes ont démissionné, ont décédé. Donc des 15 membres restants, une seule personne n'a pas daigné honorer de sa présence. Nous avons tout fait. Moi-même, sous l'égide de M. Olympio, nous avons entamé des négociations pour que toutes les personnes qui ont vocation à apporter leur contribution à la bonne marche de l'Union des forces de changement et pour la bonne marche du pays. M. Ohin est une grande figure du parti. C'est pour ça que je vous dis, nous avons tout fait pour que toute personne, tout le monde vienne à ce congrès. S'il a choisi de ne pas venir à ce congrès, c'est un libre choix. Au final, ce qui a prévalu, c'est la majorité. Nous avons tout fait pour obtenir ce consensus.
Mais au final, c'est la règle, la voix de la majorité qui a Mais que prévalu. faut-il retenir? C'est désormais un ancien membre de l'UFC ou? Non, il n'est pas ancien membre de l'UFC, simplement il apportera sa contribution à la place qui est la sienne. C'est pour ça que nous ne voulons plus que les partis politiques tournent autour des personnes. C'est pour ça que j'insiste encore sur cette question de dire que le fonctionnement du parti obéit à des règles précises. Il a choisi de ne pas venir. Les 15 membres du bureau directeur se sont réunis. Plusieurs tentatives de rapprochement ont été faites. Et M. Olympio nous a enjoint que nous pouvions continuer parce qu'il y a des délais quasiment impériaux. C'est-à-dire il y a des impératifs plutôt, des impératifs de date. Nous approchons dans 3 mois, dans moins d'un semestre, nous aurons des élections, des échéances électorales. Justement, l'Union des forces de changement UFC est la première force politique de l'opposition au Togo, au rang de l'opposition. Vous occupez d'ailleurs le poste de chef de file de l'opposition. Serez-vous présent à ces élections à venir? Assurément. Et présent pour être la première force politique, à tout le moins ne pas être les derniers de la classe, dépasser que le groupe parlementaire de 7 que nous avons soit beaucoup plus nombreux, doubler, voire tripler la mise, le nombre de députés. Nous n'avons pas vocation à être les derniers, donc nous allons nous battre, nous allons réactiver ce qui fait notre force politique, cette capacité de mobilisation. Le parti pour l'UFC, c'est un parti où la militance est importante, donc nous allons réactiver, nous allons remettre le métier à l'ouvrage et une fois, à partir de septembre, vous nous trouverez dans la proximité, en campagne, en pré-campagne plutôt. Donc, on est prêt pour... Vous parlez de réactivation vis-à-vis de votre électoral. Quelles seront les nouvelles stratégies? Davantage expliquer. Il faut encore à nouveau convaincre. Il y a une exigence, et nous allons retourner pour expliquer le travail qui a été fait à l'Assemblée, notamment tout ce qui a trait aux filets sociaux, à la vulnérabilité, à la solidarité. Nous allons proposer aux concitoyens, s'ils nous accordent leur confiance, qu'il y ait un minimum vieillesse, comme la chose se fait au Cap-Vert par exemple. Nous allons proposer qu'il y ait une allocation pour des jeunes qui sont en capacité, ou pour une allocation pour les aider à avoir une formation ou à créer un métier. Donc nous avons un projet... Ce sont là les nouvelles offres de l'UFC? Ce sont des offres que nous avions en 2018, que nous avons proposées à nos concitoyens. Malheureusement, c'est le parti au pouvoir unique qui a remporté la majorité. Nous allons renouveler certaines. Vous voyez par exemple le programme Non-Vici, c'est un programme que nous portions en 2018. Donc des choses ont été faites. Nous avons voté dans ce sens à l'Assemblée nationale. Nous avons d'autres projets au niveau de nos municipalités. Nous avons des projets que nous allons justement, porter quelles sont les ambitions de l'UFC en termes de score? Je vous ai dit, c'est ravir la mise au parti au pouvoir, être le premier parti politique, même si la chose paraît prétentieuse. Il faut parfois rêver et puis agir pour que ces rêves se réalisent. À tout le moins, ne pas être les derniers. Conserver, doubler la mise, doubler le nombre de parlementaires que nous avons, voilà l'ambition. Et surtout, davantage expliquer, davantage de pédagogie à l'endroit de nos concitoyens sur la vision politique que nous avons, sur le projet, les propositions économiques que nous avons, la vision sociale aussi que nous avons. Donc, nous allons davantage nous mettre en mouvement pour aller vers nos concitoyens, leur expliquer pourquoi ils peuvent encore nous faire confiance. Et après ce congrès statutaire, quelle est la prochaine étape pour l'UFC selon le calendrier interne? Former les cadres, identifier les personnes qui veulent être candidats, retourner auprès de la base, faire de la politique en démocratie, c'est aussi de la proximité. Donc c'est retourner sur le terrain, parler, la ligne politique qui est la nôtre, l'appréciation que nous portons sur l'action du gouvernement, l'appréciation que nous avons sur la vie internationale, puisque aujourd'hui nous sommes dans un monde interconnecté. Donc expliquer, former les gens, nous préparer pour être
à moyen ou à long terme une force en capacité d'exercer le pouvoir d'État. Et justement, à l'heure actuelle au Niger, une situation très tendue. En tout cas, le pays vit une situation très critique et tendue en tant que parti politique. Quel regard portez-vous sur cette situation et le bras de fer entre les nouvelles autorités au pouvoir au Niger et la CEDEAO? La position que je vais exprimer, elle découle de la ligne politique qui est la nôtre, c'est-à-dire de toujours privilégier le dialogue et les voies de la négociation et du compromis. Et donc, mais une position de principe qui n'est pas qu'une position de principe. Les militaires n'ont pas vocation à exercer le pouvoir politique. Les militaires ont une compétence, c'est celle de garder les frontières. Leur rôle n'est pas d'exercer, ils ne sont pas formés pour ça. Que ces militaires qui, parce qu'ils détiennent la force, pensent qu'ils peuvent se permettre de déposer un président, ce n'est pas une bonne chose. On ne va pas revenir à cette époque où, parce qu'on est chef de la garde présidentielle, on peut démettre un président qui a quand même été régulièrement élu. Il faut qu'on en arrive aujourd'hui à ce que j'appelle encore des institutions, le respect des règles institutionnelles. C'est ce qui fait défaut dans nos pays. Ce qui fait défaut, c'est de penser qu'un militaire, parce que quelque chose ne va pas dans un pays, penser qu'il doit, ce n'est pas son rôle. Nous avons des syndicats nous avons des partis politiques qui animent la vie politique, c'est leur responsabilité de faire. Que des choses n'aillent pas bien dans un pays, cela, je dirais, c'est normal. C'est la vie politique classique. Mais si, parce qu'un pont ne fonctionne pas dans un pays, parce que les voies, les routes ne sont pas goudronnées, des militaires viennent et disent « oui, on va déposer le président », non, c'est un retour en arrière. Et du reste, de ce que je sais, en observateur attentif de la scène politique nigérienne, le président Bazoum a plutôt accompli beaucoup de progrès dans la lutte contre le terrorisme. C'est le pays, quand vous comparez le Niger, le Burkina et le Mali, c'est le pays le moins attaqué, qui est le moins soumis aux attaques djihadistes. Donc, c'est ce que j'appellerais un coup d'état de confort qui a été effectué par le chef de la garde présidentielle. Il est temps que ces militaires reviennent à la raison et qu'ils accèdent aux demandes de toute la communauté internationale, aussi bien celle de la CEDEAO, et qu'ils retournent dans leurs casernes, qu'ils libèrent le président Bazoum et qu'ils laissent les acteurs politiques décider de ce que sera l'avenir du Niger. En tout cas, faire la guerre pour aller... Je pense que la position qui est celle du gouvernement est une position de sagesse, qui est de privilégier la voie du dialogue. La diplomatie togolaise est une diplomatie en cela expérimentée qui a fait ses preuves. Elle ne continuera pas à utiliser les voies de la discussion, de la négociation. Et je vous rappelle, notre philosophie politique, c'est de privilégier les voies de la négociation, du dialogue et du compromis. Faire de la politique, effectivement, c'est avoir cette propension à la discussion et au compromis. Isaac Tchiakwi, vous êtes le premier porte-parole de l'IFC. Pour conclure cet entretien, quel est votre message à l'endroit des Togolais qui nous regardent en ce moment? Plusieurs. De ne pas d'espérer, de toujours espérer, que l'esprit de critique permanente soit modéré. C'est de toujours conserver à l'esprit que les dirigeants, les hommes politiques tâchent d'œuvrer pour le bien-être. Et si les choses ne vont pas toujours comme il faut, leurs contributions nous permettent d'aller de l'avant et d'opérer des changements. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions, Isaac Tchiakwi. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes le premier porte-parole de l'IFC, l'Union des forces de changement, parti parlementaire de l'opposition togolaise. Merci encore une fois. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour. On marque une courte pause pour une nouvelle édition du journal sur TNIOD Info 1. Merci.